Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast qui accompagne les femmes à vivre une vie radicalement libre et choisie. Je suis Christine Levicki, coach, entrepreneur, maman et femme qui ose briller sans retenue ni délai. Je suis l'auteur de plusieurs best-sellers dont J'arrête de râler et Wake Up. Je crois profondément que nous pouvons, nous les femmes, nous construire une vie radicalement libre et choisie, bien loin des diktats, des idées reçues et des conditionnements. Je crois que non seulement nous le pouvons, mais en plus nous le devons, car nous les femmes avons un rôle à jouer pour influencer l'avenir de notre humanité. Chaque lundi, dès 6h, je vous partage une conversation avec une personne inspirante. À travers les différents épisodes, je souhaite vous aider, selon vos désirs, à avoir une famille sereine et joyeuse, un métier qui vous fait kiffer, des finances dont vous pouvez être fiers, du temps et de l'énergie pour prendre soin de vous et vous amuser, et une sexualité délicieuse et libérée. Bonne écoute! Alors aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir Virginie Delalande pour parler de persévérance et de confiance en soi, quelles que soient nos circonstances. Née avec une profonde surdité, Virginie Delalande est aujourd'hui coach et conférencière. Malgré les nombreux obstacles sur sa route, elle a appris à parler et est même devenue la première avocate sourde de naissance en France. Afin de raconter son parcours semé d'embûches, Virginie a publié son livre « Abandonner jamais » aux éditions Kawa. Alors ensemble aujourd'hui, nous allons aborder les questions suivantes. Comment être une femme heureuse et épanouie en acceptant pleinement sa différence? Comment avoir de l'ambition quand on a un handicap? Quelles sont les clés pour persévérer et remonter la pente quand on se sent découragé? Et comment changer le regard de la société sur la différence? Alors bonjour Virginie et bienvenue. Bonjour, comment vas-tu? Je vais très bien. Alors dis-moi, donc à l'âge de 9 mois, tes parents découvrent que tu es sourde profonde et donc on leur annonce que tu ne parleras jamais. Manifestement, l'annonce n'était pas vraie vu que nous sommes aujourd'hui dans un podcast ensemble. J'ai envie de te demander quelle a été la réaction de tes parents et comment ont-ils choisi de t'élever? Ma réaction de mes parents a été très simple. Ils ont tout de suite refusé le diagnostic. Alors, pas celui de la surdité, mais le fait de puis dire que je ne parlerai jamais. Donc, ils ont immédiatement cherché des informations pour savoir si c'était possible. Et il y avait peur que ça ne l'était pas vraiment. Ou alors, de manière assez basique. Et du coup, ils ont cherché, retrouvé la bonne personne qui accepte de me prendre en charge en orthophonie à partir de l'âge d'un an. À partir de l'âge de 1 an, tu as commencé l'orthophonie. Ah non. Et toi, à quel âge as-tu compris qu'il y avait quelque chose de différent chez toi par rapport aux autres enfants? Je l'ai compris à l'âge de 7 ou 8 ans. J'étais invitée à un anniversaire de mariage d'amis de mes parents. Et l'après-midi traînait un petit peu en longueur. Nous avons donc décidé autrefois d'organiser un jeu. Nous expliquons les règles et c'est la plus jeune du groupe qui est désignée pour la partie de chat. Et il me dit, la plus jeune peut rattraper les plus grands, qui courent beaucoup plus vite. Le petit piège. Et très gentiment, il me propose pour l'aider. Comme tout soit promené, comme ça nous serions deux, à courir après tout le monde. Et là, quand je lui ai fait la proposition, elle me dit « Ah non, je ne veux pas jouer avec toi, je ne comprends rien à ce que tu me dis. » Et là, son frère s'approche et lui dit « Sois gentil avec elle et ne te handicapée. » Et là, en fait, je l'ai pris mais vraiment pleine figure. Parce que jusqu'à présent, elle m'était toujours considérée comme une enfant normale, qui n'entendait pas, mais ça, je ne voyais pas vraiment le problème. Et pour moi, handicapé, ça voulait dire Quasimodo. Oui, ça voulait dire une personne complètement paralysée qui ne pouvait pas bouger du lit. Et je me suis dit, ok, je suis dans cette catégorie-là. Waouh! Waouh! Et alors, à partir de là, qu'est-ce qui a changé pour toi dans ta vie? Est-ce
Est-ce que ça a été un moteur ou au contraire, est-ce que ça t'a plombé? Ça a été un inhibiteur. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je vivais ma vie épanouie, je n'avais aucune appréhension à aller vers les gens, à aller vers les autres enfants. Et à partir de là, je me suis mis dans l'observation des réactions de Pierre-Paul Jacques. Donc, je captais les micro-expressions du visage qui montraient que la personne était mal à l'aise, qu'elle ne comprenait pas ce que je disais, qu'elle avait envie de partir. Enfin, tout ce qui me paraissait au fait différent par rapport à des réactions que l'on pourrait avoir d'autres enfants, je les captais. Et donc, ça a développé chez moi une méfiance, une peur, un sentiment d'infériorité. Et qu'est-ce qui t'a permis d'avancer en fait? Parce qu'aujourd'hui, t'as accompli, d'ailleurs, Forbes t'a distingué parmi les 40 femmes inspirantes de l'année en 2020. Donc, manifestement, tu t'es pas laissé arrêter par ça. Donc, Disons que je ne me suis pas laissée arrêter, mais que j'ai vécu énormément de choses où on m'a posé des barrières. Déjà, j'étais censée ne jamais parler. J'étais censée ne jamais apprendre à lire ni à écrire, ni avoir mon bac, ni faire d'études, ni me marier. Encore moins avoir des enfants. Et je ne parle même pas du diplôme d'avocat que j'ai fini par obtenir. Donc, toute ma vie, Pierre-Paul Jacques m'a donné des barrières. Que ce soit les professeurs, les médecins, les gens qui ne me connaissaient pas. Et ça a développé chez moi, au départ, une rage. Une volonté de prouver que si c'était possible, que oui, j'étais capable et que personne n'allait décider de ma vie à ma place. Sauf que, au fil du temps, j'ai fini par me décourager. Me dire, c'est quand même sacrément dur de se battre sans arrêt, de devoir prouver sans arrêt, de devoir se justifier sans arrêt, de devoir rentrer dans le moule en permanence pour déroger le moins possible, que j'ai fini par en faire une dépression. Et c'est en me reconstruisant que j'ai compris finalement la richesse et la force du handicap. Quel âge tu avais quand tu as fait une dépression? J'avais 28 ans. 28 ans. Aujourd'hui, j'en ai 41. D'accord. Donc, tu avais déjà ton diplôme d'avocat quand tu as fait ta dépression? Alors, j'avais déjà mon diplôme d'avocat puisque je venais de le terminer. Donc, tu venais d'accomplir quelque chose d'incroyable, d'être la première femme de France née sourde à devenir avocate. Donc, tu venais vraiment de faire quelque chose, de prouver au monde que tu étais capable et en même temps, tu étais épuisée. Tu as fait une dépression, voilà. Oui. En fait, ce qui m'a épuisée, c'est que je m'étais battue pour avoir ce diplôme et j'étais confrontée à l'entrée de la vie professionnelle avec beaucoup de personnes qui me disaient alors, tu as un CV magnifique, mais on ne sait pas comment vous vendre auprès de nos clients. On ne sait pas comment parler de votre handicap et tout ça. Alors, on disait, dites-leur ça. Ah oui, non, mais ça ne va pas être possible. Si entendu, ils ne vous prendront pas. Et ce qui était difficile pour moi, c'est que ces personnes-là n'arrivaient même pas à prononcer le mot surdité ou encore le mot handicap. Pour eux, c'était, entre guillemets, pire que la mort. Et donc, je me suis dit, d'accord, si même des professionnels du recrutement ne voient aucun effet positif à avoir réussi tout ce que j'avais réussi, à m'être battue pendant tellement d'années, ça veut dire que je n'ai pas d'avenir. Et c'est comme ça, en fait, que je suis tombée progressivement en dépression. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de cette période de dépression? Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a de la richesse à partager à nos auditeurs par rapport à cette période de dépression? Comment tu l'as vécu? Comment t'en es sortie? Qu'est-ce que t'en as tiré? Alors, je peux partager parce que je sais qu'il y a des personnes qui traversent aussi
des périodes un peu difficiles en ce moment, des burn-out, des dépressions, etc. En fait, quand vous y en avez une, c'est parce que vous ne voyez plus d'espoir, plus de porte de sortie. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, ce que j'ai essayé de faire pendant des années, c'est que vous avez besoin de l'aide de quelqu'un d'extérieur, d'une personne spécialisée justement dans la dépression. Parce qu'en fait, c'est une personne qui va vous aider à décharger vos valises, à vous décharger en fait de cette énergie qui vous fait tout voir au noir et vous tire vers le bas. C'est une personne en fait qui va progressivement, parce qu'elle va vous écouter, parce qu'elle va vous accepter, parce qu'elle va vous aimer de manière inconditionnelle avec la partie noire, sobre, que vous allez exprimer dans ce cabinet. Mais tout en vous montrant que vous avez aussi une très belle partie, très lumineuse et tout ça, qui est en train de briller sous la cendre. Et donc, cette personne a fait ce travail avec moi. Elle m'a aidé, en fait, à faire la part des choses entre ma vision des choses, mes croyances et la réalité. Et je m'étais rendu compte que je voyais les choses de manière très négative, alors qu'elles pouvaient être tout à fait neutres, voire interprétées de manière positive par d'autres personnes. J'ai découvert que j'étais en permanence sur la défensive. En permanence, je suis en train de me dire oui, non, mais c'est bizarre, je me demande ça, c'est qu'il y a quelque chose de négatif derrière. Et je ne savais plus aimer l'autre. Je ne savais plus vivre le moment présent. Je ne savais plus ne plus m'apercevoir que malgré tout, même si tout n'est pas toujours facile, il y a tellement de belles choses qui nous entourent, tellement de belles personnes qui sont prêtes à nous aider. Et quand j'ai vu petit à petit que personnellement, j'avais plein de choses positives, qu'il y avait des gens formidables autour de moi, qu'il y avait ma place dans la société, tout allait beaucoup mieux après. Qu'est-ce qui s'est passé alors après? Alors après, j'ai repris confiance en moi, j'ai trouvé un travail. Et malheureusement, ce travail ne s'est pas passé exactement comme je le souhaitais, puisque intellectuellement, il était formidable, il était aussi d'une des plus grandes compagnies au monde, dans un poste que tout le monde m'enviait, mais j'avais des relations très compliquées avec mes collègues. Et en fait, je me disais, c'est bizarre, je vais très bien dans ma vie personnelle, je fais des choix par rapport au lieu où je vivais, par rapport aux personnes qui m'entouraient, par rapport à la vie que j'avais envie de mener le soir, le week-end, dans mes loisirs. Mais professionnellement, je n'y arrivais toujours pas. Et là, j'ai pris un coach. Et le coach, en fait, m'a permis de comprendre toutes les erreurs que je faisais dans ma vie professionnelle, qui faisaient qu'au final, c'était normal que j'ai des relations compliquées avec mes collègues. Et je me suis aperçue encore une fois que j'avais adopté du fait de mon handicap et du fait que j'étais certainement aussi une femme, un certain nombre de comportements qui faisaient que je ne pouvais pas me faire respecter. Par exemple, il y avait le syndrome de la bonne élève. Dès qu'on me disait quelque chose, je faisais tout pour l'exécuter parfaitement le plus vite possible. Et dès qu'on me rajoutait quelque chose, je disais oui. Bien sûr, absolument. Formidable. Donnez-moi encore et encore. Et je ne m'apercevais pas à ce moment-là que je ne me faisais pas respecter. Que apprendre à dire non était une clé extrêmement importante pour mon épanouissement personnel. Parce qu'il y a des choses que je ne savais pas forcément faire. Il y avait des choses que je n'avais pas envie de faire. Et il y avait des choses que je n'avais pas le temps de faire. Et je disais oui quand même. Donc forcément, je me mettais dans des positions, des postures où le résultat n'était pas aussi parfait que je souhaitais. Donc en fait, j'ai pris conscience d'un certain nombre d'erreurs comme celle-ci. Pareil en termes de positionnement par rapport à des collègues. Si mes collègues n'étaient pas contents,
ou pas d'accord, je rentrais dans leur sauce. J'allais dans leur sauce, leur disais oui, vous avez raison, et puis même si personnellement j'avais un avis complètement opposé, je ne voulais pas rentrer dans le conflit. Et encore une fois, forcément, ça créait des malentendus, puisque parfois, je faisais comme il y avait un père, mais c'était aux antipodes, donc je disais. Donc, bref, il y avait un problème d'alignement, un problème de positionnement. Et effectivement, une fois que j'ai compris tout ça, ça m'a beaucoup mieux. C'est passionnant, passionnant. Donc, je disais tout à l'heure que tu as été donc nommée par Forbes, tu as été distinguée parmi les 40 femmes inspirantes de l'année en 2020. Qu'est-ce qui, selon toi, inspire le plus les autres dans ton histoire ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est d'avoir réussi à surmonter tous les obstacles. Quand on me disait, tu ne pourras pas parler, tu n'apprendras jamais à lire ni à écrire, tu n'auras pas ton bac, avoir démontré à chaque fois aussi c'était possible et que ce n'était pas les autres qui décidaient de ma vie à ma place. La deuxième raison, à mon sens, qui fait que je suis inspirante, c'est que je casse tous les codes du handicap. On a tendance à voir le handicap, en France en tout cas, de manière assez négative. Que la personne ne peut pas faire, ce qui lui manque, ce qui dérange. Et moi, j'appuie énormément sur la richesse du handicap, la diversité, la force qu'elle nous donne. Et les gens trouvent que j'incarne énormément cette richesse, cette force, cet épanouissement personnel, que j'explique et que j'essaye de partager au plus grand nombre. Tu parles beaucoup dans tes conférences, j'imagine que tu en parles aussi dans ton livre, tu parles beaucoup de la persévérance. Il y a cette idée que 90% des personnes qui commencent un projet renoncent. Et donc, qu'est-ce que toi, tu souhaiterais dire à ces personnes qui se lancent ? Qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire pour qu'on puisse améliorer la statistique et avoir plus de personnes qui commencent et qui arrivent au bout de leur projet ? C'est effectivement quelque chose que je partage aux conférences. Je leur dis qu'il faut être persévérant. Ça, c'est le premier élément. Donc, la persévérance, qu'est-ce que c'est ? C'est trois choses. Avoir un objectif clair. C'est-à-dire que vous devez savoir exactement où vous voulez aller. La deuxième chose, c'est avoir un désir puissant. Vous devez y arriver parce que le résultat est très important pour vous. Et la troisième chose, une sortie de zone d'habitude. C'est-à-dire que le résultat est tellement important pour vous que vous êtes prêt à tout pour y arriver. Vous devez même apprendre à échouer pour trouver le bon chemin, le vôtre, et réussir. Donc, ma première clé est la persévérance. De la persévérance découle la confiance en soi. Puis que vous trouvez votre chemin, vous réussissez. Et la confiance en soi, qu'est-ce que c'est ? C'est la certitude que vous allez y arriver, quels que soient les obstacles qui se dressent devant vous. Vous ne savez pas forcément comment, ni par quel moyen, mais vous savez que vous allez y arriver. Et la troisième clé que je partage, c'est qu'il peut arriver que malgré la persévérance, malgré la confiance en soi qu'on nous développe sur le chemin, on n'arrive toujours pas. Et donc le secret, c'est de demander de l'aide. Parce qu'en fait, demander de l'aide n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, c'est être capable de mettre son ego de côté pour se mettre au service d'un objectif. C'est être capable aussi de mettre sa réussite entre les mains d'autres personnes. Quelles ont été les... Oui, c'est formidable. J'aime beaucoup tes trois clés. J'aime beaucoup cette idée que la confiance en soi découle de la persévérance. J'aime aussi beaucoup ce que tu exprimes dans la persévérance, le fait d'avoir une idée claire de où on veut et que cette idée claire soit attachée à un désir puissant.
Moi, je dis souvent à mes clients, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez vraiment. Et je dis le mot fort, c'est vraiment. Le mot important, c'est vraiment. Et donc, peut-être de se libérer de la pression extérieure à nous, et du coup, ne pas se fixer un but qui n'est pas le nôtre, en fait. De se dire, ce que je veux, mon but clair, c'est, je ne sais pas, de développer mon chiffre d'affaires, ou mon but clair, c'est de changer de métier, ou enfin, je ne sais pas. Mais que ce ne soit pas un but clair qui soit le but de nos parents, le but de nos amis, le but de notre conjoint, qu'on prend sur nous, mais vraiment de prendre le temps de définir son objectif. Et qu'est-ce que nous, on veut vraiment. Et donc voilà, j'aime beaucoup ce que tu exprimes dans le fait d'avoir un but clair et de le lier avec un désir puissant. Pour moi, c'est vraiment très, très vrai en fait. Et c'est aussi intéressant quand ce désir puissant, je remarque, quand il est lié à si j'atteins cet objectif, ça va être formidable pour moi, mais en plus, si j'atteins cet objectif, ça pourrait être formidable pour les autres. Donc de rattacher peut-être son désir puissant à une contribution pour ma vie, mais en plus, ça va peut-être apporter quelque chose à d'autres. Complètement d'accord. Oui. Effectivement, je pense que ça, c'est le niveau ultime de l'épanouissement personnel. C'est quand on arrive en fait à avoir une mission, on est au service des autres. On fait bouger les choses pour soi, mais aussi pour l'universalité. Voilà, et ça c'est très très motivant parce qu'on se dit je dois y arriver parce que c'est plus grand que moi. Exactement, et puis en plus, quand on se décourage, parce qu'évidemment ça nous arrive de nous décourager, le but est plus grand que nous. Donc en fait, ça nous remotive et ça nous donne une force qui ne nous appartient pas toujours. Je ne sais pas si toi, tu as pensé à ça quand tu as cherché à obtenir ton diplôme d'avocate, c'est de te dire, ça va être bien pour moi d'être avocate, pour ma vie, je vais avoir un métier que j'aime, mais en plus, je vais prouver pour les autres personnes handicapées après moi, je vais pouvoir prouver que on peut avoir ce qu'on veut dans la vie. Donc, il y avait là, est-ce que tu pensais à ça aussi, toi? Alors, à ce moment-là, pas du tout. Parce que c'était tellement dur que j'étais en fait très auto-centrée. Et c'est justement que j'ai fait ma thérapie, que je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas que toi de la vie. Tu as fait des choses qui peuvent servir à d'autres personnes. Et c'est aussi à force, en fait, de recevoir des messages d'admiration, de recevoir des demandes de personnes qui me demandaient de témoigner, de recevoir aussi des écrits de personnes qui voulaient que j'écrive un livre. D'ailleurs, ce que j'ai fini par faire en écrivant mon livre, abandonner jamais. Abandonner jamais. Alors là, c'est un titre qui te va très, très bien. Donc, tu parles aussi dans ta... Alors oui, je voulais quand même mentionner quelque chose. On a aussi parlé de la sortie de zone de confort. Et ça, pourquoi c'est important pour toi, cette sortie de zone de confort? Alors, c'est important. Alors, ce n'est pas forcément la zone de confort. C'est la zone d'habitude. Mais qu'en fait, on a tendance à faire souvent la même chose. Et si on veut obtenir le même résultat, continuons à faire la même chose. Mais si nous voulons obtenir un résultat différent de tout ce que nous avons exploré jusqu'à présent, on n'a pas vraiment le choix. Il faut sortir de sa zone d'habitude. Et l'intérêt de ça, c'est que chaque fois qu'on se met en danger, en difficulté, ou en phase d'exploration et d'apprentissage, on découvre en fait de nouvelles facettes de nous-mêmes. Par exemple, en commençant à parler en public de la douleur, parce que j'avais très très peur de ça, c'était mon pire cauchemar. Je me suis aperçue que j'aimais ça. Je me suis aperçue que mettre ma parole au service d'une mission me faisait me sentir beaucoup plus forte, beaucoup plus épanouie, beaucoup plus généreuse, beaucoup plus authentique, beaucoup plus passionnée. Ce qui est intéressant aussi avec la sortie de zone d'habitude, c'est qu'on est
beaucoup plus surpris par la vie. Puis qu'on découvre de belles choses, puis qu'on s'aperçoit que finalement, il n'y a plus de limite à rien. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très intéressant. Parce que on pense au fait que nos croyances sont de vraies croyances. Et quand on sort de notre zone de confort, on repousse les limites de nos croyances. Jusqu'au jour où on s'aperçoit que finalement, il n'y a pas de limites. Les limites sont celles de notre imagination. Ça, c'est formidable de comprendre ça, de comprendre que toutes les limites qu'on voit, en fait, ne sont que des constructions mentales dont on peut se libérer. Exactement, ce sont des constructions mentales qu'on a surtout établies dans l'enfance, dans l'adolescence ou au travers d'expériences négatives. Oui, et à travers... Par observation autour de nous, par expérience vécue personnellement, ou au travers d'apports, la télévision, les lectures, la radio, etc. Donc, c'est vraiment intéressant de revisiter très régulièrement nos croyances. Puis qu'au cours de notre vie, nous évoluons personnellement, professionnellement. Et si on ne remet pas à jour nos croyances, on stagne. Donc, il est important d'être toujours dans une démarche apprenante, une démarche de remise en question, une démarche d'humilité pour accepter que certaines personnes puissent nous dire « bah, tu n'as pas raison. Ta manière de voir les choses n'est pas la bonne. » Oui, tu parles aussi de toutes ces personnes qui ont tendance à nous couper les pattes, à nous dire tu n'y arriveras pas, tu devrais laisser tomber, ça ne marchera pas, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu peux nous parler, toi, de ces personnes qui ont peut-être joué ce rôle dans ta vie, de vouloir te couper les pattes? Et surtout, le plus important, c'est quel serait le message que tu aurais à nous donner par rapport à ça? Comment se positionner vis-à-vis de ces personnes? Comment réagir vis-à-vis de ces personnes? Comment ne pas les laisser déterminer notre réalité? Ce que j'ai envie de dire par rapport à cet entourage qui décourage, c'est qu'il faut se préserver le plus possible. Si ces personnes ne nous aident pas à aller dans le sens de notre rêve, si ce sont des personnes qui nous donnent le sentiment de nous tirer vers le bas, de nous empêcher, de nous créer des problèmes là où il n'y en a pas forcément au départ, il faut s'en éloigner le plus possible. Alors que je dis s'éloigner, ce n'est pas forcément sortir de sa vie, mais c'est éviter de parler de vos projets avec ces personnes. Éviter de vous retrouver dans la situation où ils peuvent vous décourager. Et pour certaines personnes, notamment certains membres de ma famille, je me suis éloignée. J'ai coupé les peu pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, je suis en train de renouer le lien. Mais je sais que ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas confortable. Mais c'est tellement salvateur. C'est pas simple de se couper, notamment quand c'est des personnes, quand c'est des membres de notre famille très proches. C'est pas simple du tout, mais j'aime beaucoup ce que tu dis et c'est aussi ce que j'explique, c'est de faire attention à qui vous partagez votre projet. Parce que quand on se lance dans un projet, on est souvent vulnérable parce que on voit impossible. Enfin, d'un côté, on est puissant. D'un côté, on est puissante parce qu'on se dit waouh, j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de faire quelque chose de différent. Donc on a cette espèce d'élan. Et d'un autre côté, dans cet élan, il y a notre vulnérabilité parce qu'il y a la part de nous qui se dit est-ce que je vais y arriver, comment ça va se passer, est-ce que j'en suis capable. Donc on a cette puissance et cette vulnérabilité et donc d'être vigilant à qui on montre ça et à qui on partage ça et de préserver, peut-être de le partager avec moins de monde ou je sais pas, voilà, mais de le préserver avec des personnes qui vont être capables de voir notre vulnérabilité, de voir notre puissance et de nous soutenir sur ce chemin. Exactement. Complètement d'accord, complètement fan. Donc, tu parles que toi, tu t'es notamment fait accompagner par un thérapeute quand tu étais en dépression, tu t'es fait accompagner par un coach. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton réseau? Enfin, pas ton réseau, mais quelles sont les personnes piliers autour de toi aujourd'hui qui t'aident à déployer tes ailes
parce qu'elles te soutiennent. Combien tu as de personnes dans ton environnement pour pouvoir continuer à avancer? Dans mon entourage aujourd'hui, je m'entoure majoritairement de personnes qui me soutiennent vraiment. Donc, évidemment, ce sont mes meilleurs amis. Évidemment, c'est mon compagnon. Évidemment, ce sont certaines personnes de ma famille, comme ma tante, comme mon frère, comme certains cousins. Et j'évite effectivement de parler de mes projets professionnels à mes parents, par exemple. Qui ne sont pas tout à fait de la même génération, ne comprennent pas forcément vers quoi je tends, cette volonté d'indépendance, de liberté, d'aller explorer le monde sans aucune limite, de ne pas avoir peur d'assumer ma différence, de prendre la parole en public alors que j'ai un accent et que eux qui ont passé leur vie à faire de la rééducation et à corriger la moindre erreur de prononciation, il reste encore fait de ce schéma de traque l'erreur de prononciation. Et ils ont beaucoup de mal en fait à se détacher de ça, à se dire c'est le message qui est important, c'est la connexion qu'il va y avoir avec le public, c'est le résultat suite à l'intervention de Virginie. Et dans ma vie professionnelle, de la même façon, je me suis entourée de personnes qui ont la même énergie que moi. C'est-à-dire des personnes qui ont la pêche, la banane, qui adorent la vie, qui adorent leur travail, qui disent comme moi, je ne travaille que dans le plaisir. Alors, quand je dis dans le plaisir, ça ne veut pas dire que j'évite tous les trucs chiants, parce qu'on a tous des trucs chiants dans la vie professionnelle, mais ça veut dire que je travaille avec le sourire, dans la joie et dans la bonne humeur. Et qu'il y a un problème, je pose les choses de manière très tranquille, très posée, et on essaye de trouver ensemble une solution qui convienne à tout le monde. Mais que les choses soient simples, que les choses soient de la bienveillance, de la douceur, dans le rire, dans la taquinerie, dans le challenge collectif. Et c'est vrai que depuis que je travaille comme ça fait 3 ans, mais je m'éclate. J'ai une vie professionnelle géniale et je ne veux la changer par rien du monde. C'est intéressant parce que ce que tu expliquais par rapport au regard de tes parents, et je comprends, d'ailleurs on peut vraiment les remercier, tes parents, parce que c'est grâce à toute cette détermination qu'ils avaient à ce que tu puisses vraiment bien parler, et que probablement que ça a joué un rôle dans le fait que tu arrives à tellement bien parler aujourd'hui. Et en même temps, à un moment donné, il y a ce désir de perfection, mais à un moment donné, c'est intéressant de permettre l'imperfection. Et moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Wake Up, 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Et le premier principe, c'est j'ose être brillante, ou j'ose être brillant si on est un homme. Et donc, qu'est-ce que c'est oser être brillant? C'est je vais activer tout ce que je suis. Je vais briller ma lumière et je vais activer mes talents et je vais apprendre à me connaître et partager le meilleur de moi avec le monde. Et en même temps, je vais accepter que ça puisse être imparfait. Je vais arrêter la quête de perfection. Je vais me concentrer sur activer le meilleur de moi-même et accepter que ça puisse être imparfait, parce que c'est plus important de partager tout ce que je suis sans retenue ni délai, avec les imperfections compris, plutôt que de ne pas faire parce que ça n'est pas parfait. Et donc pour toi, ça aurait été dommage de ne pas parler et de ne pas faire des conférences et de ne pas être en podcast avec moi aujourd'hui sous prétexte que tu puisses avoir peur que ce soit pas parfait, parce qu'aujourd'hui tu nous proposes un message qui est extrêmement puissant en effet, et je pense que beaucoup des auditeurs et des auditrices vont être profondément inspirés par ton énergie, et en effet ça dépasse tout ça, ça dépasse en effet l'accent qu'on entend. Moi aussi j'ai un accent quand je parle en anglais, on a chacun des accents différents et ça dépasse. Mais d'ailleurs, je pense que ma surdité est une très belle illustration de ça, de cette notion d'imperfection. C'est-à-dire que, tel que vous m'entendez parler, j'ai mis 20 ans d'orthophonie pour arriver à ça. Et en fait, à la fin, au bout de 20 ans, on est vraiment dans la
précision, dans le détail du détail, dans la traque, à la moindre erreur, etc. Et à un moment donné, je me suis dit stop. Je fais 90% de parfait. J'ai 10% où il y a un petit travail à faire pour la personne en face de moi. Tordre l'oreille, se concentrer, etc. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, je vais laisser cette personne en face de moi faire le travail. Puis que je fais 20 heures d'orthophonie, puis qu'aujourd'hui, je continue de temps en temps à faire attention, à bien prononcer les S, que je zappe très régulièrement, etc. Mais je ne me dis plus, c'est à moi de tout faire. C'est à moi de tout porter. Et depuis que j'ai fait ça, ça a changé ma vie aussi. Mais qu'en fait, vous n'avez plus peur d'aller voir les autres. Je ne me disais plus, oui, mais avec ton accent, quand même, il y a certaines personnes que ça gêne plus que d'autres, donc fais beaucoup plus d'efforts. Donc, je n'étais pas naturelle. Là, je suis pleinement moi. Et si ça se passe mal, autrement, notre manière de communication. Et donc, ça ouvre, en fait, à chaud des possibles. Ça ouvre, en fait, une communication beaucoup plus visuelle. Ça ouvre aussi à notre humanité. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes tous imparfaits. Pas pour la même chose, mais nous sommes tous imparfaits. Et le fait de nous rappeler que nous sommes imparfaits, quand on a un handicap, c'est très facile. Mais aussi, vous avez plein d'imperfections que vous n'assumez pas forcément. Eh bien, le fait de les assumer fait que la relation est beaucoup plus authentique, beaucoup plus riche, beaucoup plus profonde. Puis que nous nous mettons sur un pied d'égalité, il n'y a plus d'ego. Et ça, c'est extraordinaire. Et pour moi, c'est une des richesses du handicap, une des richesses de la diversité, c'est-à-dire des personnes qui ont du mal à trouver leur place, qui ne se sortent pas de la norme. Parce qu'en fait, elles ont des positions basses. Et quand tout le monde a une position basse, une position équilibrée, ça fait des relations très sincères, très naturelles, très simples, finalement. Ça fait du bien. Donc c'est passionnant. Donc là, tout ce que tu nous dis, hein, c'est extrêmement motivant pour avoir l'audace d'aller de l'avant, pour oser se montrer, pour oser s'exprimer. Moi, je dis toujours que j'aide les femmes à vivre une vie radicalement libre et choisie. Et ce que je souhaite plus que tout, c'est que les femmes osent dire ce qu'elles ont à dire, qu'elles osent faire ce qu'elles ont à faire, qu'elles osent être qui elles veulent être. Et donc, je pense que le fait que ces personnes puissent te rencontrer aujourd'hui à travers ce podcast, ça va être très, très inspirant. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi aujourd'hui, vivre une vie radicalement libre et choisie? Pour moi, ça veut dire en fait être libre de faire qu'on a envie de faire quand on a envie de le faire. De choisir avec qui on a envie de vivre cette aventure sans avoir de compte à rendre à personne. C'est être capable d'exprimer ce grain de folie. C'est-à-dire que parfois, on a notre enfant intérieur qui se réveille et qui se déchaîne et assumer aussi cette partie-là. De la même façon, si on a envie d'être créatif, si on a envie de mettre de la couleur, si on a envie de faire un truc complètement dingue, comme par exemple celui que j'ai fait l'année dernière en pleine période de confinement. En fait, j'ai toujours rêvé de faire de la voile. J'ai refait ma vie avec un homme qui lui aussi est passionné de voile. Le problème, c'est que nous n'en avons jamais fait à cause, entre guillemets, de nos pouvoirs respectifs. En réalité, parce qu'on ne s'est pas autorisé à le faire. Mais le cri officiel, c'est à cause de nos pouvoirs. Mais c'était notre âme. Nous avons donc assez abattu pour apprendre à faire de la voile. Et pour apprendre, on a regardé sur Internet des vidéos, des formations, etc. pendant toute cette période de confinement. Et une fois la fin du confinement arrivée, nous sommes montés sur notre bateau et nous avons fait de la voile. Et ça s'est ultra bien passé.
Et tout le monde disait, mais vous êtes dingue, vous ne pouvez pas faire de la balle si vous n'avez jamais appris, jamais pratiqué. Eh bien, si. Et l'astuce, c'est le fait d'organiser des apéros, des barbecues sur votre bateau avec des copains qui savent faire de la balle. De vous leur demander de faire la sortie de port et l'entrée et de vous montrer 2-3 trucs et tout ça. Donc, un copain, 2 copains, 10 copains. Là, ça y est, vous avez une formation gratuite. Cultiver les possibles, activer et cultiver les possibles. Formidable, formidable. J'ai aussi l'impression quand même que derrière ton message, il y a aussi un message pour nous inviter et pour nous inspirer à changer le regard que nous portons sur les personnes handicapées, que ce soit un handicap comme la surdité, comme le tien, ou toute forme d'handicap. Quel est le message que tu souhaiterais nous donner par rapport à ça? Comment est-ce que tu souhaiterais que la société évolue par rapport aux différences et par rapport au handicap? Alors, mon message est très universel, ce n'est pas uniquement le handicap. Ce que je veux véhiculer comme message, c'est que la différence sera dans l'œil de celui qui regarde. Et quand ce regard-là change, tout change. Concrètement, ça veut dire que chaque fois que vous voyez une personne différente de vous, quand vous voyez le côté négatif, vous vous fermez à la relation. Quand vous allez voir au-delà des apparences, ce qu'il y a derrière cette différence. Vous êtes très souvent surpris par le nombre de points communs qu'il y a entre vous et cette personne différente de vous. La deuxième chose qui pour moi est très, très, très importante à partager, c'est que j'ai un handicap. Pendant très longtemps, je l'ai mal vécu ce handicap. Pas du tout par rapport à ce que ça a généré chez moi, c'est-à-dire qu'on n'entend pas nos téléphones, nos réunions, tous les bruits de la vie courante. Ça ne me dérange pas puisque je n'ai pas connu autre chose et j'ai toujours mené ma vie de manière normale avec ce paramètre. En revanche, ce que j'ai constaté, quand j'ai commencé à voir le côté positif du handicap, c'est que c'est avec les personnes handicapées que j'ai le plus appris sur les capacités humaines. En fait, une personne handicapée a moins de choses que les autres. Un membre-moi, un sens-moi, une santé plus fragile, etc. Sauf que ce sont des personnes, quand elles prennent leur destin, qu'il faut évoluer la chose. Il faut évoluer la manière de gérer les choses. C'est-à-dire, j'ai mal. OK, j'apprends à gérer la douleur. Et c'est possible de faire disparaître la douleur avec les facultés du cerveau. Il me manque quelque chose. Je vais créer la technologie pour pallier cette carence. Tout ce sont en fait des moteurs, des personnes qui font évoluer la société. Et quand on voit ça, quand on comprend ça, on se dit, mais c'est génial. Parce que forcément, quand tu vas bien, on ne fait rien pour changer les choses. Quand ça ne va pas, quand on a un problème, quand on est en difficulté, en souffrance, là, on veut changer les choses. Et ça crée en fait une énergie, une puissance intérieure qui fait qu'on a envie d'aller jusqu'au bout. Et c'est ça que vous avez tous à explorer et à voir chez les personnes différentes de vous. Merci, merci, merci beaucoup pour ce message tellement puissant. On arrive à la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, un message fort que tu souhaiterais donner aux auditeurs pour conclure cet épisode? Alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Je ne suis pas ce qui m'arrive. Je suis ce que je choisis d'être. Je ne suis pas ce qu'il m'arrive. Je suis ce que je choisis d'être. Voilà un bon moyen de vivre une vie radicalement libre et choisie. Merci, merci beaucoup pour toute cette sagesse, pour tout cet enthousiasme, pour toute cette passion.
pour toute cette clarté d'expression, en fait. C'est formidable à quel point tu t'exprimes clairement, en fait. Je dis souvent que j'ai souvent remarqué ça, que ce que j'avais l'impression qui était ma plus grande faiblesse, en fait, pouvait devenir une de mes plus grandes forces. Et j'ai l'impression que tu en es un exemple même. C'est que peut-être que tu avais initialement une faiblesse pour t'exprimer et en fait, c'était devenu une de tes plus grandes forces de savoir exprimer tes idées et de savoir transmettre à ton audience un message tellement puissant. Donc, encore une fois, un immense merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver? Ils peuvent me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, LinkedIn et sur mon site internet. Donc, je vais t'envoyer toutes les coordonnées si ça t'intéresse. Comme ça, tu pourras me rajouter à la fin. D'accord, donc on mettra dans les notes du podcast tes coordonnées sur les réseaux sociaux et ton site internet. Ouais. Super. Ben, merci beaucoup, Virginie. À très bientôt. Je t'en prie, merci beaucoup. À bientôt. Wow, vraiment, quelle conversation passionnante avec Virginie Delalande aujourd'hui. Si vous avez envie de continuer à explorer ces thématiques sur le potentiel humain et sur comment se dépasser, je vous invite à écouter tout de suite l'épisode 48 de ce podcast intitulé « Se libérer de nos pensées polluantes », ainsi que l'épisode 29 « Comment grandir de ce qui nous fait souffrir » et enfin l'épisode 9 « Poser des actes à la hauteur de ses ambitions ». Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous partager des ressources pour vous aider à vivre une vie radicalement libre et choisie. Je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Vous pouvez aussi partager l'épisode que vous venez d'écouter avec votre entourage si vous pensez que cela pourrait les intéresser. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé un programme vidéo sur 5 jours gratuit pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous le trouverez sur mon site www.christinelevicky.com. À bientôt pour un nouvel épisode.